En septembre 1939, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne après que celle-ci eut envahi la Pologne. Le 10 mai 1940, la puissante armée allemande envahit les Pays-Bas, la France, le Luxembourg et la Belgique. Son objectif, après avoir exécuté une irrésistible percée au centre par l'Ardenne, pousser vers la basse Somme et la mer, ce qui enroulerait toutes les forces alliées du Nord, belges et franco-britanniques qui se seraient portées en Belgique. Dès l'invasion, le peuple a peur. Le souvenir des atrocités allemandes commises en 1914 est encore vif. Pas loin d'ici, des habitants de Dinan, Astières, Antey, Suris ou encore Roméden ont été lâchement assassinés. Non, on ne veut plus connaître cela. Le 12 mai, comme l'Allemagne a violé la neutralité belge, l'armée française et sa première division cuirassée entrent sur notre territoire. Déployée du côté de Farciennes et Fleurus, elle doit au départ soutenir les troupes françaises en difficulté qui se battent à Gembloux. Mais la percée allemande à travers l'Ardenne, suivie le 13 mai du franchissement de la Meuse près de Dinan, contrarie le plan militaire français. Le mardi 14, dans l'après-midi, alors que le village de Oloistia est déjà occupé par les Allemands, la première division cuirassée française est réorientée vers la Meuse pour tenter de stopper l'avancée allemande en direction de Philippeville-Froidchapelle. Ce coin de campagne, situé au nord du village de Flavion, à 1 km du centre, s'appelle la Parapette. C'est un endroit paisible où l'on croise volontiers l'un ou l'autre promeneur ou voisin. Mais le 15 mai 1940, l'ambiance était tout autre ici. À la Parapette et dans les environs, pas moins de 160 très gros chars français, les B1 bis, et des tanks Panzer allemands, encore plus nombreux, se sont affrontés. C'était l'enfer de la guerre. Nous sommes ici à l'entrée nord du village de Flavion, bien reconnaissable par cette chapelle située derrière moi. Le 14 mai dans l'après-midi, donc, les chars français sont redirigés de la région de Fleurus vers la Meuse et donc vers la région de Florène. Le 15 mai au matin, la première division cuirassée française se trouve à proximité de cet endroit. Des compagnies se trouvent le long de cette route, entre ici et le village d'Ermeton-sur-Bière, situé dans cette direction. C'est en début d'après-midi que la 5e Panzer allemande arrive de Fallin. Elle vient heurter la ligne de chars français qui s'étend entre la ferme du Bois-l'Abbé et la Parapette. Le combat le plus violent et le plus long de la journée du 15 s'engage. Au terme des combats, des victimes et de nombreux dégâts matériels sont constatés, aux chars allemands surtout, moins performants que les B1 bis français. Peut-on dès lors conclure à une victoire des blindés français? Et comment les habitants restés au village ont-ils vécu cette journée infernale? Pour vous répondre, voici les témoignages croisés de Madame Marie Hanoul et de Monsieur Ernest Damanet. Donc, les Allemands arrivaient par où ils ont passé la Meuse, puis ils sont partis sur Astières, puis d'Astières, ils sont montés sur Antey. Ils étaient plus ou moins à l'arrêt quand les Français, de la 2e TCR, donc la 2e division cuirassée française, eux, étaient à Charleroi, qui normalement devaient aller à Gembloux. Mais comme les Allemands étaient déjà passés la Meuse, on les a détournés de Charleroi pour venir sur Flavion-Florène, je ne sais pas très bien où. Mais normalement, il va arriver le 14 dans la journée et intervenir tout de suite. Mais comme il y avait des réfugiés un petit peu partout et comme il commençait déjà à manquer de carburant, ils ne sont arrivés que le 15 au matin.
Donc là, le jour avant la bataille, on allait traire les vaches où s'est passée la bataille. Donc le jour avant, quand ils sont montés pour aller traire, il y avait un officier français. Les chars n'étaient pas encore arrivés. Hein. Il y avait un officier français qui leur a dit, il faut évacuer Flavion parce qu'on va se battre. J'étais dans la dernière maison qui va sur Conrennes. On était là 15 dans une cave. Et dans la cave, vous étiez avec des gens de votre famille? Ben, j'étais avec mes parents, hein. Avec vos parents? Ma soeur, un oncle, un frère de maman et sa soeur, et puis une vieille personne plus loin, puis enfin vraiment, vous savez, oui. Mon papa ne voulait pas partir. Pourquoi? Il voulait pas partir, il voulait rester. Il disait qu'il aimait monter être tué chez lui que d'aller être tué sur les routes, il y en avait beaucoup, et ça. Le jour de la bataille, il y avait très peu de personnes. Hein. Je crois qu'il y avait encore 4 ou 5 familles qui étaient dans Flavion, le restant avait été. C'était vraiment ceux qui n'avaient pas voulu partir. Oh, de Flavion, il n'y avait plus personne. Il y avait encore, les autres, peut-être 2, 3. Mais c'est tout ce qu'il y avait encore à Flavion, à partout, hein. Pas seulement Flavion, c'était partout. Ben, quand je me suis trouvé dans la colonne de réfugiés, je me suis senti prisonnier. Parce que les colonnes de réfugiés, on se touchait vraiment, tous. Des chariots avec des gens, des fauteuils, de vieillards dessus les chariots, des matelas même, des charrettes avec un cheval, des charrettes à bras avec des gens, des voitures d'enfants chargées, des vélos surchargés, même des piétons avec un baluchon sur le dos, et tout le monde se suivait parce qu'on n'avait qu'une moitié de la route. Donc la route est droite, on ne savait pas se dépasser. Donc on se trouvait là-dedans, on était bloqué dans la colonne. Papa ne voulait pas partir parce qu'il avait des chevaux qui devaient pouliner. Hein. Il attendait. Ah, c'était un enfer, et on attendait un poulet, mais. Ah. Et on était dans le bois de Conrennes, et papa descendait, je vois encore toutes les voitures, et il est venu voir à son cheval. Et on était dans. On s'est tourmenté dessus parce qu'on avait essayé d'être pris par les armes, il allait être pris pour un espion, hein, qu'il s'est fusillé. Enfin, voilà, il est venu voir à son cheval, et puis il est revenu près de nous, et oui, et on a eu un poulet dans la pâture. Nous étions donc à la ferme de Prairie, chez mon oncle Nestor de Rep, le frère de mon papa. Donc eux, ils avaient 4 enfants, et nous sommes partis ici avec mon père, ma mère, ma grand-mère, mon frère et moi, rejoindre donc la famille à Prairie, une petite ferme qui se trouvait sur l'actuelle base maintenant. Et donc nous étions là, je me souviens, on était couchés, donc c'était sans doute vers le soir. Il y a des Français donc qui sont arrivés, un officier français et des hommes, et qui ont dit « Qu'est-ce que vous faites encore ici ?» Ça, je me souviens très bien qu'il a dit ça. « Qu'est-ce que vous faites ?» Il était furieux qu'on était là. Alors il a dit « Moi, je vais fusiller les hommes. » Un Français, un officier français. Je vais fusiller les hommes. Et nous étions couchés sur des matelas dans une grande pièce, hein, parce que comme on était quand même 7 enfants, et maman a ouvert la porte, elle dit « Regardez, monsieur, a les petits-enfants. Ils n'ont pas besoin de voir ça, madame. » Mais alors les hommes ont dit à maman et à ma tante « Ne vous tracassez pas, nous ne tirerons pas. » Mais ils voulaient tuer les hommes parce qu'on était là. Je dis, après, ils ont été faits prisonniers. Ça, c'était leur pardon. Hein. Non. Mais on ignorait quand même ce qui allait arriver. Je crois que... Et quelques heures après, ou le lendemain, on a entendu donc des avions. On s'est réfugiés dans la villa qui se trouvait peut-être à 200 mètres de la ferme, près d'un petit étang. C'était une villa inoccupée, mais qui appartenait à une famille, mais qui venait sans doute en vacances, je suppose. Et on s'est réfugiés là-bas. Et puis donc, quand on est revenu après, il y a un avion donc, allemand qui a bombardé les tanks français
où ils avaient des réserves de carburant. Donc tout a flambé. C'est ça que nous, on voyait vraiment des flammes. Hein. Donc c'est ça que on a supposé. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai, mais moi, c'est mon père et mon oncle qui nous ont dit ils ont bombardé les réserves de carburant. Comme on voyait des grandes flammes, ça ne savait être que ça. Sans doute que c'était vers Flavion qu'ils étaient déjà là. Nous, de là, on a vu des grandes flammes. Donc, ils ont été sans carburant. Donc, les chars français n'ont pas continué. Je suppose qu'ils allaient vers la Meuse. Ils n'ont pas continué. Et les hommes ont été... Donc, on a vu une colonne d'hommes. Ils ont été prisonniers. Et puis, le propriétaire de cette maison-là, c'était 2 personnes âgées. Donc, dans les presque 80 à ce moment-là, bien sûr. Oui. Mais qui n'avaient pas d'enfants et qui ouvraient leurs portes à tout le monde. C'est ça. Vous y êtes resté longtemps dans la cave? Ah, nous y sommes restés le mardi, toute la journée. On y est descendu parce que la bataille a commencé très tôt, le mardi. Rommel, qui commandait la 5e Panzer, est venu sur Flavion, il les a vus de loin, ils se sont canardés un petit coup de 8h du matin jusqu'à vers 11h, puis il y a eu une accalmie. Rommel lui a continué directement, est passé Fascoran, Rosé, direction Flèveville, sans s'occuper du reste. Derrière lui suivait la 7e Panzer du général Hott, qui lui a accroché les Français. Et là, ils sont vraiment battus jusqu'à 16h. Et à 16h, les Français ont eu l'ordre de se retirer. Mais il restait déjà plus qu'un tiers des chars qui s'étaient présentés. Il y avait une centaine de chars restés sur place, à peu près une centaine de chars allemands aussi. Ces événements marquants sont gravés à jamais dans la mémoire des soldats, tant allemands que français, présents lors de la bataille. Voici le récit de l'un d'entre eux, celui du sous-lieutenant Bernard Lemaire, chef de char français ayant combattu courageusement le 15 mai 1940 au lieu dit la Parapette. Nous nous dirigeons à vue derrière le capitaine jusqu'à un petit bois carré près de Flavion. Ce soir-là, nous ne sommes plus que 5 chars sur 10 à la 3e compagnie, les autres étant soit en panne d'essence, soit en panne de Neider, l'appareil de direction très peu fiable, particulier aux chars du type B. Le 15 mai vers 10h, apparaît sur la colline d'en face une Panzer dont nous avons appris par la suite que c'était celle de Rommel. Je vois une multitude d'engins qui dévalent et tirent sur nous une grêle d'obus de petit calibre qui soulèvent des gerbes de terre à chaque impact au sol, jusqu'au moment où le capitaine donne l'ordre de repli à une centaine de mètres en retrait de la crête où nous sommes. Je ne saurai jamais si les coups de canon de 47 que j'ai tirés ont atteint leur but, car le blocage de tourelle étant défectueux, elle pivotait au départ de chaque coup, rendant impossible l'observation du point d'arrivée. Le répit ayant suivi notre repli fut de courte durée, et mon char reçut bientôt 3 obus coup sur coup presque au même endroit, provoquant à l'intérieur des gerbes d'éclats de blindage rougeoyantes de plus en plus importants, qui ont blessé mes 3 hommes d'équipage. Étant en tourelle, et les coups ayant été portés bas, j'ai été épargné. Le char n'étant plus gouvernable, l'équipage est sorti par la porte latérale avant de faire un 100 mètres en terrain découvert, harcelé par un tir de mitrailleuse dont j'apercevais au passage les balles traçantes. Une opportune dénivellation de terrain permit d'attendre un des chars rescapés de la compagnie qui avait vu notre fuite et nous a recueillis. L'espace disponible dans un char est déjà très réduit normalement, mais avec 4 hommes en plus, nous étions comme des sardines dans une boîte. Contre moi, mon pilote, perdant son sang abondamment sur ma veste de cuir, et qui est décédé peu après à l'hôpital. Quant à l'aide-pilote, il a perdu un œil. Ce soir-là,
Il ne restait plus que 7 chars sur 30 au 28e bataillon. Et j'ai vu le chef de bataillon, un ancien de 14-18, pleurer en apprenant les faits. Oui, mais ça a donné, hein. Ah oui. Ça ne serait pas l'oublier. Oui. Après être sorti de la cave, eh bien, trou, hein, plus grand que la maison ici, de cette face. Mais vraiment derrière, nous étions à la cave, hein, et bien un peu plus loin derrière. On y a mis je ne sais combien de bêtes tuées qu'on amenait dans ce trou-là. Hein. Allez voir. Il n'y a personne qui peut s'imaginer de l'avoir fait. C'était triste. Hein. Mais il faut l'avoir vécu pour comprendre les atrocités qu'on peut avoir. Pourtant, nous n'avons pas vu on a vu des soldats tués, hein, parce que dans le village de Flavion, il y en a eu quelques-uns. Hein. Les premiers chars qui sont arrivés se battre ici, et les obus tirés par les chars français perçaient les blindages, parce que il fallait au moins un char. Les Panzer 3 et les Panzer 4 pour que... C'est ça qui explique qu'il y a eu beaucoup plus de chars français, de chars allemands que de français qui ont été... mais ils ne sont pas restés. Eux, ils récupéraient, ils laissaient rien sur le terrain. Quelques jours après, ils avaient récupéré tous leurs chars, ceux qui étaient encore potables. Ils réparaient, et ceux qui étaient vraiment... ça retournait sur l'Allemagne pour être refondus. Et on refaisait des chars avec... Donc, la grosse partie de la bataille s'est faite sur Flavion. Normalement, il aurait dû y avoir de l'infanterie qui était partie. Il y avait des canons qui étaient partis. Donc, pour finir, ils se sont retrouvés pratiquement tout seuls. C'est une bataille qui était perdue où ils croyaient arrêter les Allemands, mais où ça a été la débâcle. On a dit que c'était parce qu'ils n'avaient pas été ravitaillés. Ils n'ont pas été ravitaillés. Et de deux, le commandement, ils étaient ici que les autorités arrière, les généraux à l'arrière ne savaient même pas que c'était arrivé ici. Il y a eu quelques maisons à Flavion Oui. qui ont été Qui ont brûlé. brûlées. Et qu'est-ce qui a provoqué l'incendie de Les obus, hein. les obus? Les obus, c'est le mardi qu'elles ont brûlé, donc le jour de la bataille. Hein. Alors il y a eu les tués juste avant la bataille dans la ferme du château, dans l'étable, où en tout cas a bombardé l'étable, une bombe est tombée dessus. Il y a eu une vingtaine de... Là c'était des troupes canonniers qui se reposaient. Ils ont tous été tués. Et là, ce sont mes grands-parents et de bourgmestres faisant fonction alors, qui les ont ensevelis et ils ont été enterrés sur le cimetière de Flavion. Il n'y avait plus personne pour travailler au village, hein. Ils étaient tous partis où ils se cachaient. Alors comme le papa de mon mari était bourgmestre, il a chargé son fils de faire le nécessaire pour évacuer les pauvres tués. Après les hommes, on a ramassé les chevaux avec l'ancien mailleur. Donc le papa de Marie-Anoul. Voilà. Et c'est eux qui ont fait tout le travail. Où est-ce qu'ils les ont enterrés, ces chevaux? Devant chez Joseph Anoul, hein, dans le fond. La dernière maison, c'est un trou de bombe. Il y avait eu des bombes dans la pâture. Alors, je ne sais pas combien il y en avait, mais il y en avait beaucoup. Presque 8 jours après qu'on les a enterrés, on a rassemblé, on les a ramassés partout, et on les a mis au cimetière. Et... Ah oui, c'était pas... Ah non. Ah non. Il y en avait là, au tournant, au-dessus du village, hein. La route qui va à Biemrig. Il y en avait là au tournant, mais c'était
de Marocains. C'était tout un groupe de Marocains. Oui. Mais c'était la France, hein, donc c'était des soldats français. Oui. Et puis là-bas, où vous allez travailler au bois, là, eh bien, là, il y en avait encore quelques heures. Hein. Et puis, il y a eu chez Hendrix, l'étape qui a culbuté, toute une étape qui a bombardé. Hein. Bon, et il y a combien encore là? Et c'est l'officier le plus gradé qui a été tué, c'est le capitaine Gilbert, et qui était enterré entre les bois où il s'était battu et Hermeton. C'est juste sur le dessus de la plaine. Et c'est là que devant de Flavion, allant fleurir la tombe du capitaine Gilbert, ne se sont pas aperçus que derrière elle, il y avait 2 soldats allemands, et arrivé près de la tombe du capitaine Gilbert, juste en face de la tombe, de l'autre côté de la route, il y avait 2 soldats allemands enterrés. Donc elles ont mis leurs fleurs sur le capitaine Gilbert, et puis les 2 Allemands derrière elles leur ont fait comprendre pourquoi lui et pourquoi pas eux. Donc elles n'ont eu qu'une solution, ouvrir leur bouquet en deux et déposer les fleurs des 2 côtés. Vous savez combien de morts elle a fait, que ce soit dans le camp allemand, Dans le camp français, il y en a une dizaine, mais dans le camp allemand, on n'a jamais très bien su. Pour quelle raison? On n'a pas su. Parce qu'à ce moment-là, ils n'ouvraient pas leurs archives. Il a fallu attendre quelques années avant qu'on puisse avoir accès. Il doit y avoir eu 25, 30, on a parlé de 50, mais... Ça y avait une... Oh oui. Ah oui. Ça vous rend triste encore d'en parler? Ah, il faut l'avoir vécu. Celui qui n'a pas vécu, ça ne pas comme... Il faut l'avoir vécu, hein. Ça... Et de voir les gens après... Les gens revenaient après que les Allemands étaient... Donc les gens revenaient, il fallait voir les gens. Et sur le 15 jours, un mois, ils étaient comme ça quand ils passaient. Hein. Ils avaient eu faim, ils avaient eu maltraité, ils avaient eu des petits bouts de jour ou 2, et allez, on partait avec eux. Il y en a qui l'ont... Il y en a 2 qui les ont perdus. Oui. Oui. En fait, on ne saurait pas s'imaginer. Peut pas. Peut pas. Et mon papa était bourgmestre. Mon papa, mais à la guerre, juste à la guerre, c'était fini, il n'avait plus voulu se remettre sur la liste. Ou sinon, l'arbre du centenaire à Flavion, c'est mon papa qui l'a planté. Hein. Il était bourgmestre alors. Hein. C'est lui qui l'a planté. Hein. Mais la bataille de Flavion a quand même duré 1 jour ou 2, je crois. Hein. Il y a eu quelques maisons incendiées ici dans le Patelin, mais il y en avait une là, ici en face, à côté de chez M. Copiters, un café Goffette là. Hein. Mais il y a eu 2-3 maisons d'incendiés. Au mois d'août, on a été voir par là, on a vu un petit tank Renault, là, français, qui était là, dans le décor, abandonné. Et non, on a vu des tanks français, c'est tout. C'est tout. Moi, cet tank portait un nom d'ailleurs, moi je me rappelle de Pondichéry. Hein, Pondichéry, vous savez ce que c'est de Pondichéry. Et il y avait toute une série de noms comme ça sur ces tanks. Ils étaient personnalisés, ces tanks-là. Hein. Mais voilà, on montait dessus, on allait dedans, mais voilà, il ne fallait pas toucher à rien, quoi, parce que c'était quand même assez dangereux. Alors, autre anecdote, juste où il y a le monument maintenant, à quelques mètres, il y avait un char BABIS qui était resté sur place. Et après la bataille, dans les 5 jours, 10 jours qu'on suivait, il y a des jeunes de Flavion entre 15 et 20 ans qui ont été voir ce que c'était un char de tout près. Ils sont entrés dedans, et dans le char, il y avait une ficelle qui pendait. Et en tirant sur la ficelle, ils n'ont pas vu que le canon était chargé. L'objet est parti, est passé au-dessus de l'avion.
Il est venu atterrir dans une prairie où il y avait une ancienne institutrice et sa fille qui étaient en train de cueillir des champignons. Au départ, la réaction. Les champignons sont restés là, ils ont pris leur jambe à leur cou pour revenir. Après, les Allemands ont cherché un petit peu qui avait fait le coup, mais entendu, ils n'ont jamais su. Vous y pensez souvent? Ah oui. Mais à combien de temps j'y pense? Oh, vous ne sauriez pas oublier ça. Vous ne sauriez pas. C'est comme si c'était quelque chose qu'on doit rester là. Oui. Ah oui. Quand le paternel est rentré, ils servaient de la cuisine pour couper leur bois. Autrement dit, tous les pavés étaient cassés. Il y avait une solidarité? Oui, je ne dirais pas. Solidarité, oui. Oui. Et maintenant, on dit que les guerres sont encore là. On n'a pas retenu les leçons. Non, non. Non. Enfer de la guerre. Les Français vont perdre une 60aine de chars à Flavion et les Allemands tout autant. 43 combattants français sont morts ici, 10 dans les chars, 33 artilleurs et soldats d'infanterie. Les pertes côté allemand ne nous sont pas connues. La victoire allemande leur a ouvert la voie vers la frontière française où ils perceront le secteur fortifié de Maubeuge dans la foulée.